Je suis donc Michael Hydrac, je suis coordinateur du livret migration pour la France Insoumise. Je suis enseignant-chercheur également. J'enseigne en Belgique et en France, et accessoirement un petit peu au Québec aussi. Je vais introduire la conférence de cet après-midi où je suis accompagné de plusieurs personnes. Pour vous donner un petit peu les modalités, on va chacun faire notre présentation avec une ligne directrice qui est celle de débunker un peu ce qui peut se dire comme horreur sur les migrations de population, de déconstruire certaines représentations qui sont propagées notamment par les médias et d'avancer un petit peu sur différentes pistes qui nous amèneront à avoir une vingtaine ou une trentaine de minutes d'échange en fin de conférence, puisqu'on se donne environ, nous, chacun, à peu près 20 minutes d'intervention. Donc après moi, ça sera Tania qui prendra la parole. Tania Rachaud, que certains connaissent peut-être de l'époque de Desinfox Migration. Tania qui est chercheuse, maître de conférences associée, qui fait aussi beaucoup de choses dont elle nous parlera. Ensuite, ça sera Jean-François Coulombe, qui est député, qui est donc le parlementaire qui a travaillé avec nous sur cette conférence. Et on conclura par Brune Béal, qui est juriste, qui est de l'association Tous Migrants et qui nous fera un témoignage de lutte sur ce qu'elle vit dans son quotidien, notamment du militantisme à la frontière franco-italienne, qui nous en dira plus également. Pour la première partie de cette conférence que je vais introduire, moi je vais commencer, ce que je voulais faire, c'était de déconstruire en premier lieu quelques représentations et replacer les migrations contemporaines dans le cadre théorique du matérialisme historique, puisque l'instrumentalisation des migrations de population par la droite et par l'extrême droite, elle s'inscrit dans un rapport de lutte des classes. Je vous ferai part ensuite de notre travail programmatique qui est réalisé au sein de la France Insoumise à travers le livret migration que je coordonne à propos d'un thème qui me tient à cœur et sur lequel on bosse pas mal en ce moment, qui est la féminisation des migrations contemporaines, mais surtout la visibilisation des femmes dans les études migratoires, puisqu'elles se déplacent comme les hommes depuis la préhistoire, mais qu'elles sont souvent les grandes absentes en fait, des études à partir desquelles on tire des généralités. Et je conclurai par une rapide analyse du rapport de l'extrême droite aux migrations de population, en prenant l'exemple de la ville de Perpignan, où j'habite, qui est tenue par Louis Alliot. Et il s'avère que j'ai été désigné comme co-chef de file aux élections municipales pour la ville de Perpignan. Et je replacerai l'exemple de cette ville dans le propos que je vais vous proposer. Vous verrez comment il est plus qu'important de garder en tête le cadre de la lutte des classes quand on s'oppose au Front National et quand on s'oppose au Front National sur le racisme et sur les questions de migration de population. Alors bon, on vous parle beaucoup de migration à la télé tout le temps, en vous disant que c'est compliqué, en vous disant que c'est trop compliqué pour vous aussi. Et on a une fâcheuse tendance à inviter des experts qui n'en sont pas sur les plateaux. BFM ne m'a jamais appelé. Tania vous en parlera mieux que moi parce qu'elle connaît mieux le milieu des médias que moi, mais on peut déjà commencer par déconstruire cette complexité supposée, puisque une migration, c'est aller d'un point A à un point B en fait. Et ça, je pense que tout le monde est capable de le comprendre. Les migrations de population, elles sont étudiées du point de vue des sciences sociales, surtout à partir de l'industrialisation des USA. On les explique à travers des facteurs attractifs d'une part, les salaires dans les usines américaines, et répulsifs d'autre part, l'instabilité dans les pays les plus au sud. On a donc des profils qui vont d'un point A à un point B pour travailler dans les usines américaines. Bon, évidemment, ce schéma, il est devenu un peu simpliste et on est désormais toujours sur un point A et un point B, mais on a une multitude de points A' entre les deux. Alors pourquoi? Vous allez me demander. Eh bien, on explique ça à travers des travaux autour de deux concepts pour aller à l'essentiel. Le premier, c'est celui de projet migratoire. Tant on s'est rendu compte que ce projet migratoire n'était pas forcément ficelé avant le départ. Le projet migratoire, il évolue pendant le parcours migratoire et il s'auto-entretient en quelque sorte durant le voyage. Tout est circulaire et tout s'auto-entretient, d'ailleurs, quand on parle de migration de population. Là, ensuite, vous allez me demander comment le projet est enrichi durant le parcours. En premier lieu, c'est au gré des rencontres. C'est ce qu'on appelle les réseaux migratoires. Concrètement, les rencontres que vous allez faire sur votre parcours vont influer sur votre trajet. Mais ce qui est intéressant avec ces travaux sur les réseaux, c'est qu'on se rend compte que les gens restés au pays vont aussi avoir une influence grâce aux informations qui peuvent être échangées, notamment grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux. Quand on vous dit
À lui, c'est pas un réfugié parce que de toute façon, il a un smartphone. Ayez en tête que le smartphone, c'est un outil de survie. Typiquement, quand on part, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on part. Puis on s'arrête, on travaille, on poursuit avec d'autres personnes, on change d'avis, on se retrouve face à des frontières fermées, on fait des détours, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que bien évidemment, le discours voulant que l'Afrique vise l'Europe pour des prestations sociales est totalement faux. D'après les statistiques des agences onusiennes, il y aurait 281 millions de migrants dans le monde. Ça fait 3,6% de la population totale. Certains diront c'est trop, on les connaît. Mais moi je réponds surtout que c'est structurel et qu'il y a 50 ans, il y a 70 ans, on avait déjà 3% de la population mondiale en situation de migration. Il ne peut pas ne pas y avoir sur notre planète 3% de la population en situation de migration. Pour déconstruire encore un peu plus le discours médiatique sur le nombre, prétendument trop grand, il faut définir ce que c'est un migrant du point de vue juridique. Puisque migrant économique, ça n'existe pas. C'est un terme au mieux politique et au pire journalistique. Selon le Bureau de la population des Nations Unies, en fait, un migrant, c'est quelqu'un qui est dans un pays dont il n'a pas la nationalité pendant une durée supérieure à 1 an. Typiquement, vous allez bosser 1 an et 1 jour en Espagne. Au bout de ce 1 jour, pour l'ONU, vous êtes des migrants. Si on regarde les migrations forcées, les gens sur qui se braquent les projecteurs, parce que c'est ceux qui sont susceptibles d'arriver de manière irrégulière, c'est 122 millions de personnes. Donc vous pouvez voir que parmi les migrants, les personnes en situation de migration forcée, c'est même pas la moitié. Et si on regarde les réfugiés, qui correspondent aux critères de la Convention de Genève, puisque réfugié, c'est un statut, c'est pas comme on nous dit d'un côté les gentils réfugiés ukrainiens et de l'autre les méchants migrants afghans. Non, c'est une protection internationale qui est accordée par le commissariat aux réfugiés. Il faut que, si on regarde les réfugiés, il y en a 43 millions, dont 6 millions de Palestiniens sous le mandat de l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU qui est dédiée à la question palestinienne. 2024, il y a 239 000 entrées irrégulières au sein de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 449 millions d'habitants. Donc vous voyez où je veux en venir. La submersion migratoire, c'est du flanc. Et les 122 millions de personnes en situation de migration forcée, ce n'est pas à nos portes qu'elles viennent se présenter. Nous ne sommes pas en crise migratoire, comme on nous dit depuis 2015, où il y a eu à peu près 1 million d'entrées irrégulières au sein de l'Union européenne. Parce que même si on avait 1 million d'entrées par an pendant 50 ans, d'un point de vue démographique, ça resterait insuffisant, dans la mesure où nous ne faisons pas assez d'enfants. Nous, chercheurs sérieux, on considère surtout qu'on vit une crise politique de la protection internationale, parce qu'on n'accorde plus l'asile pour des raisons électoralistes, mais qu'on ne vit en rien une quelconque crise migratoire ou une quelconque crise du nombre. Dans mon boulot, ce que je fais, c'est que je travaille avec ces gens qui sont potentiellement parmi les 239 000 qui vont rentrer de façon irrégulière. Je travaille sur ce qu'on appelle les camps de réfugiés. Et pour conclure ma première partie, je voudrais vous parler un petit peu de ça, parce que cette multiplication des camps aux portes de l'Union européenne, la mise en œuvre insensée, injustifiée, injustifiable d'une Europe forteresse, c'est en raison de politiques migratoires restrictives qui sont choisies. C'est une situation qui est entretenue volontairement. Je vous laisse vous renseigner sur des textes comme le règlement de Dublin, dont on a beaucoup entendu parler, sur les horreurs commises par l'agence Frontex depuis la modification de son statut, sur le pacte asile et migration qui aggrave le tout. Et si je voulais vous parler des camps, parce qu'il y a 122 millions de personnes, on a dit, déplacées de force en raison de persécution, l'immigration forcée, persécution, conflits, violences, violation des droits humains. Et parmi ces personnes-là, il y en a 36,4 millions qui sont des réfugiés. Et parmi ces 36,4 millions, il y en a 6 qui sont dans des camps. 6 millions de personnes vivent aujourd'hui dans des camps et il y a des chercheurs qui s'inscrivent dans un cadre théorique bien particulier qui parlent d'encampement du monde. Nouvelle modalité de gestion de certaines populations. Le camp de Dadaab au Kenya, ça a longtemps été le plus gros, 500 000 personnes. Il a été dépassé en 2018 par Kutupalong au Bangladesh, 700 000 personnes. Donc vous voyez à quel point c'est indispensable de continuer à développer des connaissances scientifiques sur cet objet. Pourquoi je voulais conclure cette première partie par ça? Vous avez noté que les plus gros ne sont pas dans les pays qui ont les économies les plus développées. Figurez-vous qu'en cas de migration forcée, 86% des flux migratoires sont des flux entre pays dits du Sud. Quand vous fuyez une guerre dans un pays pauvre, vous allez dans le pays pauvre d'à côté. Vous ne vous demandez pas si les prestations sociales sont meilleures en France ou en Belgique. Maintenant que ce décor-là il est planté, il faut comprendre que les migrations, ce n'est pas un phénomène qui est purement humanitaire ou culturel, mais que c'est enraciné dans des dynamiques économiques, impérialistes et capitalistes. Premièrement,
Ayons en tête que les migrations sont un produit des rapports de production capitalistes mondiaux. Le capitalisme se développe de manière inégale, vous le savez. Certains pays deviennent des centres de production, d'autres des périphéries. Ça crée des zones de richesse et de pauvreté structurelle qui vont être génératrices de migration. Par exemple, les migrations d'Afrique vers l'Europe, c'est une conséquence de la destruction des économies vivrières par l'agriculture d'exportation, les accords de libre-échange, etc. C'est pourquoi le livret migration de la France insoumise que je coordonne demande de mettre un terme avant tout aux accords économiques inéquitables qui placent les pays du Sud dans une position de soumission et qui génèrent de la migration. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aient la possibilité de vivre dans leur pays. Et ça passe par la dénonciation des accords économiques inéquitables. Mais pourquoi on ne m'écoute pas en dehors de la France insoumise? C'est parce que le capitalisme s'accommode de cette situation, dans la mesure où les travailleurs migrants, c'est une armée industrielle de réserve. Marx parlait de surpopulation relative pour décrire la situation de ces travailleurs qui avaient à peu près aucune chance d'être officiellement, entre guillemets, enrôlés par le capital, parce que les migrants sont bien intégrés pourtant dans les économies capitalistes, selon les besoins du marché du travail, mais sans droit, avec des bas salaires et avec une flexibilité, toujours entre guillemets, dangereuse, voire inhumaine. Prenons les travailleurs saisonniers agricoles, prenons les personnels de soins, prenons les livreurs, par exemple. Deuxièmement, il ne faut pas occulter le rôle des impérialismes, des guerres et des politiques néocoloniales. Les migrations, c'est un produit du pillage impérialiste. L'extraction des ressources, la dette, les interventions militaires, c'est des facteurs de déstabilisation structurelle. L'impérialisme économique, il entraîne souvent la destruction de l'appareil productif local également. Et la migration devient la seule issue. Guerre, chaos géopolitique, c'est qu'une conséquence du capitalisme mondialisé et des impérialismes. On prend la Syrie, on prend la Libye, on prend l'Afghanistan. C'est des conflits qui sont nourris par des intérêts géostratégiques liés au contrôle des ressources, au commerce d'armes, etc. Guerre au Sahel, elle n'est pas séparable des intérêts miniers, par exemple, et énergétiques dans la région. Et enfin, troisième élément, creusons un peu sur la fonction des migrants dans les économies capitalistes développées. Ces migrants sont une force de travail hyper précaire. Vous savez qu'ils occupent souvent les métiers les plus durs, les moins payés, les métiers les moins stables. Et parmi eux, parmi les migrants qui occupent ces postes-là, les sans-papiers sont souvent tolérés parce qu'ils sont utiles économiquement, mais exclus politiquement. Pour résumer trivialement, le capitalisme d'aujourd'hui ne peut pas exister sans les sans-papiers. D'où notre volonté à la France insoumise de régulariser tous les travailleurs sans-papiers. Et si le capitalisme se réjouit de leur apport, c'est parce que leur condition, elle va fragmenter la classe ouvrière. C'est ni plus ni moins que du diviser pour mieux régner. Et les migrants sont utilisés pour casser les solidarités ouvrières. Les discours racistes viennent au chevet du capitalisme pour détourner la colère populaire vers les étrangers, plutôt que vers les structures du capital, ce qui serait beaucoup plus naturel et beaucoup plus logique. Alors, que faire ? Demanderait Lénine. Il faut repenser la migration en termes de lutte de classe et en termes d'alliance. Les travailleurs migrants, ce n'est pas une menace, mais c'est des alliés objectifs dans la lutte contre le capital. Quand on lutte pour leurs droits, on lutte pour les droits de tout le monde. Il y a une perspective anticapitaliste et anticoloniale qui passe par la remise en cause des causes structurelles des migrations. Néolibéralisme, extractivisme, militarisation. Il faut exiger à la fois la liberté de circulation, mais aussi, et ça c'est le mantra de la France insoumise, le droit de ne pas migrer à travers des conditions de vie dignes dans les pays d'origine. Maintenant, je vous ai dit qu'au milieu de tout ça, j'avais envie de parler des femmes. Pourquoi ? Tout d'abord parce que les femmes sont les grandes absentes des études migratoires, alors que les femmes bougent comme les hommes depuis la préhistoire. Il a fallu attendre 1984 pour que les sciences sociales se mettent à travailler sur cette question, à travers un article de Miriada Morok-Vasic qui s'appelle « Les oiseaux migrateurs sont aussi des femmes ». Ça va mieux par la suite, avec le développement des études de genre, avec l'intersectionnalité plus récemment. Ce qui est passionnant dans les premiers travaux sur les migrations féminines, c'est que déjà, on documente pourquoi et comment les femmes migrent, dans quel cadre, les risques qu'elles encourent. Mais la petite pépite, selon moi, fait peut-être pas tous le même constat, mais je vous partage le mien, c'est que les femmes participent aux migrations, même dans le cas des migrations d'hommes seuls. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il y a migration, il y a femme. C'est un invariant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça peut être une petite amie, une mère, des gens qui sont restés au pays, et que l'homme ne progresse dans son parcours migratoire qu'à travers les échanges qu'il entretient avec un certain nombre de femmes. Et ça apporte quelque chose de supplémentaire à des travaux qui ont été plus développés sur le concept que je présentais au début de réseau migratoire.
Je ne vais pas vous faire un cours, mais je vais vous proposer 2-3 petites choses en termes de stats pour que vous compreniez maintenant pourquoi il faut avoir une réponse politique à la hauteur sur la migration des femmes. En situation de conflit, il y a 70% des femmes, d'après l'ONU, qui ont subi des violences fondées sur le genre. Dans des endroits exigus comme les camps où je travaille, je vous laisse imaginer l'étendue des dégâts. Un exemple. Vous vous souvenez peut-être du camp de Calais, qui a eu en France, qui a compté jusqu'à 10 000 personnes. Le gouvernement Hollande de l'époque et son odieux ministre de l'Intérieur avaient interdit l'ONG Gynécologues sans frontières d'y intervenir. Il a fallu que ce soit l'école qui les cache, dans les locaux de l'école, de façon totalement masquée. Sur le chemin de l'exil, d'après un autre rapport des Nations Unies, 9 femmes sur 10 ont déjà subi des violences sexuelles. Et je cite, ont dû payer des pots de vin en réalisant des faveurs sexuelles auprès de passeurs ou de groupes entiers de migrants. Édifiant. Alors pourquoi les femmes migrent? Ce qui change parmi les migrations masculines, répression politique, accès aux droits, répression LGBT et catastrophes naturelles, eh bien on a des facteurs cumulatifs qui ne vont toucher que les femmes, puisqu'on peut ajouter pêle-mêle les violences sexuelles, les mutilations génitales, les mariages forcés, les crimes d'honneur et les violences conjugales. Ça fait beaucoup. On pense beaucoup à l'Afghanistan quand on parle de droits des femmes. Mais seulement il n'y avait qu'un Afghanistan. Et seulement des Afghanes qui sont sur les routes. On prend le Soudan. 1,63 million de femmes en âge de procréer n'ont pas accès aux services de santé intime nécessaires. Prenons le Congo. 27 000 cas de violences sexuelles l'année dernière, sur 2024. Prenons l'Ukraine. 72% des personnes inscrites au chômage sont des femmes. Tout ça pour dire que si les violences sexuelles sont les plus documentées, à juste titre, parce que le viol c'est une arme de guerre, il ne faut pas détourner le regard des autres facteurs qui poussent les femmes sur la route de l'exil. Et la réponse politique, elle est souvent pas à la hauteur. Les politiques migratoires respectent plus le droit d'asile et font que la situation des femmes en migration devient de plus en plus complexe. Dans la grande majorité des cas, les programmes des partis politiques, qui soient de nos partenaires de gauche ou de droite, ne sont pas à la hauteur. Il y a des chiffres qui ne sont pas bons, il y a des concepts qui sont mal construits. Et si ce travail n'est pas fait, on aura tous du sang sur les mains. Il y a urgence à ce que le politique se mette à la hauteur, et il y a une façon de le faire, et c'est ce qu'on a commencé à travailler à la France Insoumise, et c'est ce que je tiens à continuer à développer, c'est qu'il y a une nécessité à graver dans le marbre la reconnaissance des violences subies durant le parcours migratoire des femmes. Il faut garantir ça. Quand une femme dit qu'elle a subi des violences sexuelles dans un entretien pour déterminer si elle peut obtenir le statut de réfugié ou pas, il faut qu'il y ait obligation de la croire. Parce que sinon, c'est trop facile de dire c'est pas vrai, et c'est trop facile de ne pas accorder le statut de réfugié. Donc on avance sur ça, d'un point de vue programmatique. Et on pourra en parler dans les questions, pour voir pourquoi c'est pas fait, pourquoi ce que je vous dis là, ça peut sembler très peu, mais c'est déjà énorme. J'espère qu'on aura des discussions là-dessus. Et je vais conclure sur mes combats locaux avec quelque chose qui est en fait un cas pratique de la remise en perspective des migrations de population dans le discours du Rassemblement national avec une lecture du point de vue de la lutte des classes. Je suis originaire de Perpignan. Aux élections municipales, je vais faire face à quelqu'un qui s'appelle Louis Alliot, qui est l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Et pour lui, parler de migration de population, c'est un fonds de commerce. Il parle que de ça, en fait. Il a une arme de xénophobie massive, payée avec nos impôts, qui s'appelle la police municipale. Au-delà des punchlines sur les mineurs non accompagnés, d'autres propos douteux, il y a des médias comme Blast ou Street Press qui m'appellent de temps en temps parce qu'ils travaillent là-dessus. Et un des deux, je ne sais plus lequel c'est, a fait un article où il a qualifié la police municipale de Louis Alliot de milice au service du projet d'extrême droite du maire. Louis Alliot a porté plainte, il a perdu. Donc on peut dire que la police municipale de la mairie de Perpignan est une milice. Mais il faut analyser son action de façon sérieuse avec un véritable cadre théorique. Sa police municipale surarmée et ses caméras de surveillance, elles entrent dans une logique de transformation depuis son élection en 2020 de Perpignan en laboratoire de la stratégie du RN. Derrière une façade de respectabilité, ils mettent en œuvre des politiques qui renforcent les divisions ethniques et sociales de façon volontaire. Quelques exemples. Mars 2023, Alliot organise une exposition intitulée « 60 ans après, l'histoire se répète, FLN et Hamas, même méthode, même stratégie ». Dans un parallèle qui est tout aussi ignoble qu'historiquement faux. La municipalité a attribué le nom de Pierre Sergent, ancien chef de l'OAS, à une esplanade de la ville. Cette décision elle a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier, qui a jugé qu'elle était de nature à heurter la sensibilité du public, mais il persiste. Récemment, c'est un équipement sportif qui a hérité du nom de Jonker d'Oriola. C'est un champion olympique, pas de problème, mais c'est surtout un milicien qui a été frappé d'indignité nationale à la Libération.
En matière de culture, entre gros guillemets, de culture selon l'extrême droite, la municipalité soutient les assauts qui sont nostalgiques de l'Algérie française et elle marginalise les initiatives progressistes en renforçant et même en inventant une vision identitaire et conservatrice de la culture locale. Mais pourquoi il fait ça? C'est un cas pratique tout simplement de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le rapport migration-lutte des classes. C'est parce qu'il est issu d'un parti néolibéral qui s'accommode parfaitement de l'opposition des travailleurs pauvres entre eux. Et que c'est une démarche purement électoraliste, mais ça on le savait déjà. Il y a chez moi beaucoup d'agriculteurs, d'ouvriers, de personnes au chômage. Son objectif, il est de détourner leur regard pour les amener à détester les travailleurs étrangers. Derrière un discours soi-disant anti-système, le RN ne s'attaque jamais aux véritables causes des souffrances sociales. Il occulte les responsabilités du capitalisme, du patronat, des politiques d'austérité, et il désigne un bouc émissaire qui lui va bien, qui est finalement assez commode, l'étranger, le migrant, et surtout le musulman. C'est une vieille recette, détourner la colère des dominés vers d'autres dominés. La xénophobie du RN, elle est fonctionnelle pour le capitalisme. C'est une xénophobie qui protège l'ordre économique en place, en divisant les travailleurs selon leur origine, leur couleur de peau, leur religion. Il ne parle pas d'exploitation, il parle d'identité. Et au lieu de remettre en cause les inégalités structurelles, il les naturalise et il les ethnicise. Vous savez que dans la définition de l'extrême droite, il y a une véritable conception organiciste de la société. C'est un discours qui ne menace jamais la bourgeoisie, mais qui la renforce parce qu'il l'empêche, l'unité de classe. Il va fragmenter le camp des exploités, il sabote toute possibilité de conscience collective. C'est pour ça qu'il ne faut pas, nous, insoumis, qu'on oppose la lutte contre le racisme à la lutte des classes. Les deux sont liés. Le racisme, c'est un outil de gestion capitaliste. C'est un instrument de domination et c'est un diviseur politique. Il n'y a qu'une seule réponse face à ça qui est réellement subversive, c'est l'internationalisme. Je ne dis pas ça pour dire un joli mot parce que c'est l'université d'été. Ce n'est pas un mot abstrait. C'est l'idée concrète que les travailleurs, qu'ils soient français, maliens, syriens, roumains, ont des intérêts communs face aux mêmes logiques d'exploitation, de précarisation et de répression. On doit continuer à marteler cette chose simple, mais radicale, ou radicale mais simple, comme vous voulez. Nos ennemis, ce n'est pas les migrants. Nos ennemis, c'est ceux qui ferment les usines, qui cassent les services publics et qui détruisent nos conditions de vie. On est les seuls, les insoumis, à pouvoir apporter un peu de raison politique là-dedans et à recréer un espace de solidarité populaire entre les travailleurs. C'est en étant solidaires qu'on pourra reprendre au Rassemblement national ce qu'ils volent aux travailleurs. Et je vous donne rendez-vous dans 7 mois pour fêter la victoire aux élections municipales à Perpignan. Je vous remercie et je passe la parole à Tania. Merci. Alors merci pour l'invitation déjà. Je suis ravie d'être ici et surtout, franchement, c'est un beau cadre pour parler d'un très beau sujet. Et pour fâcher Michael tout de suite, je ne sais pas si je suis d'accord sur le fait que c'est pas compliqué comme sujet. Justement, je vais plutôt démarrer par le fait de dire que quand on dit migration, en réalité, il y a tout un tas de vocabulaire, de variétés, de personnes surtout, qui se cachent. Parce qu'on peut être migrant, on peut être immigré, on peut être réfugié. Et moi, j'ai plutôt axé effectivement mon intervention sur les questions de traitement médiatique de cette réalité complexe, ou d'absence du coup de traitement médiatique de cette réalité complexe. Puisque finalement, dans les médias, on a plutôt une vision très simpliste de ce qu'est la migration, très unique, avec d'une part un seul mot qui est utilisé en permanence, c'est migrant, et d'autre part une seule image que vous avez déjà en tête, du coup, j'imagine, de personnes qui arrivent sur un bateau précaire, et qui sont très nombreux sur ce bateau. Et qui sont par ailleurs plutôt des hommes, aussi probablement plutôt de pays africains subsahariens. Alors, on a quand même le sujet initial qui est quelle est la réalité des migrations. Donc, à partir du moment où on a un traitement médiatique unique, avec une image unique et un mot unique, quelle est quand même cette réalité ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que quand on parle de migrants, on utilise, ou de migration en façon générale, on n'utilise que cette image ? Alors, donc finalement la question c'est combien de personnes arrivent en bateau chaque année ? Et ça, alors déjà, c'est Frontex qui nous le dit. Donc Michael a mentionné l'agence rapidement. Si vous la connaissez, c'est donc une agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières qui notamment donne les chiffres mensuels, bimensuels et annuels des personnes qui arrivent en situation irrégulière à toutes les frontières de l'Union européenne, déjà. On n'a pas de chiffres pour la France strictement, donc c'est déjà toute l'Union européenne. Ensuite, il faut savoir qu'ils détectent des passages, pas des gens.
Donc une personne qui peut-être a tenté 5 fois le passage est détectée et comptée 5 fois. Donc le chiffre est à prendre avec des pincettes. Alors concrètement, en 2024, c'était 239 000 sur toute une année de personnes qui sont arrivées à toutes les frontières extérieures, ce qui revient à 0,05% de la population européenne sur une année. Et par ailleurs, quand on se projette sur la route de Méditerranée centrale, puisque là c'est toutes les routes, on descend à 66 000 arrivés en 2024. Alors en 2023, c'est 380 000 détections, donc il y a quand même 100 000 détections d'écart d'une année à l'autre, qui s'expliquent par différentes raisons, on pourrait y revenir après. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des chiffres qui sont quand même assez relatifs. Et par ailleurs, des personnes qui arrivent par bateau en situation irrégulière en France, on n'en a pas. Donc c'est intéressant quand même de voir que c'est quand même l'image de tous les articles de presse, de toutes les interventions télévisuelles. Voilà. Dès qu'on évoque la migration, c'est cette image seulement qui apparaît. Et cette image, en plus, elle vient donner une idée littéralement de submersion. On en a parlé pas mal du sentiment de submersion évoqué par François Bayrou. Et l'image y participe clairement, puisqu'on voit des personnes qui débordent sur un bateau et qui arrivent par la mer. Là où c'est très problématique, c'est que ce traitement médiatique parcellaire aboutit à des solutions politiques qui sont très graves pour les personnes concernées. D'une part, il y a la mise en place d'une politique d'externalisation. Vous avez peut-être déjà entendu aussi parler de cette idée, qui est de faire en sorte que les personnes ne partent pas, en fait, ne puissent pas partir. Et donc, comment on fait ça ? Eh bien, on donne de l'argent à des pays autour de l'Union européenne pour qu'ils bloquent leurs frontières. Et donc, c'est le cas récemment de la Tunisie, mais c'est le cas de façon plus ancienne avec la Turquie. Et on a pu documenter le fait que, par exemple, la Tunisie, finalement, déplace les personnes qui veulent prendre le départ vers le désert et les laisse mourir tout simplement dans le désert. Et ça, finalement, par le biais d'accords avec l'Union européenne, parce qu'on serait submergé. Par ailleurs, et ça c'est aussi assez intriguant, cette externalisation poussée met l'Union européenne, soumet l'Union européenne aux mains de ces pays tiers, la Turquie, la Tunisie, etc. Si d'un coup ils ne sont pas contents avec la politique de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent on ouvre les frontières. Donc la personne qui circule, qui migre, devient en fait un pion dans un jeu politique. Et d'autre part, plus récemment, il y a cette idée d'instrumentalisation justement des personnes qui se déplacent, et ça c'est l'exemple polonais. C'est-à-dire que depuis quelques années, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, des personnes qui sont envoyées par les Biélorusses ou les Russes à la frontière pour faire pression justement sur l'Union européenne. Sauf que les Polonais ne les accueillent pas, alors que ce sont des personnes, notamment syriennes, en demande d'asile, et que les règles impliquent que les frontières doivent s'ouvrir pour toute personne qui demande l'asile, pour les accueillir le temps de l'étude de la demande d'asile. Or, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a qualifié cette action d'instrumentalisation de la demande d'asile. Elle a dit que c'était une menace hybride, donc des personnes qui sont envoyées aux frontières sont des menaces hybrides. Pareil, en pratique, il s'agit d'une centaine de personnes par jour. Et là, il y a eu récemment aussi des nouveaux vols depuis la Libye vers Minsk. Et donc, voilà. Et ça aboutit à quoi ? L'Union européenne, en décembre dernier, dit à la Pologne, pas de problème pour suspendre la demande d'asile. Voilà, vous êtes en danger, donc suspendez la demande d'asile. Il y a une menace hybride à vos frontières. Et donc, finalement, le jeu politique entre des pays... clairement, a des conséquences très graves sur des personnes, des familles, des femmes et des enfants qui se retrouvent sans solution, coincés entre deux frontières, puisqu'ils sont repoussés des deux côtés. Et cette instrumentalisation, elle a été réglementée dans le cadre du pacte que tu as mentionné, c'est-à-dire le pacte asile-migration de l'Union européenne. C'est donc un nouveau paquet de règles sur les questions d'asile qui a été adopté l'année dernière, mais qui sera en place en juillet 2026. Donc autant vous dire qu'on va avoir une nouvelle loi et de nouveaux débats d'ici juillet 2026 en France, parce qu'il va falloir faire des adaptations. Et donc cette instrumentalisation, elle est inscrite dans le pacte, et donc elle va être normalisée pour lutter contre des menaces hybrides selon le vocabulaire de l'Union européenne.
Bon alors, est-ce qu'il y a quand même des choses à faire? Parce que je dépeins une actualité qui n'est pas très réjouissante, et donc on peut essayer de se poser la question de qu'est-ce qui se fait quand même pour réfléchir à, d'une part, influencer le traitement médiatique, ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait une progression, et aussi par ailleurs sur les questions plutôt de discours politique. Alors déjà, on peut essayer de s'inspirer d'autres exemples. Alors il n'y en a pas beaucoup, je sais, mais le seul pays européen qui essaye un petit peu de faire différemment, c'est l'Espagne. Actuellement, l'Espagne a un discours qui est, je sais pas, positif vis-à-vis des migrations, et c'est le seul. C'est-à-dire le Premier ministre qui dit, en octobre 2024, il a dit « L'Espagne doit choisir être un pays ouvert et prospère ou un pays fermé et pauvre ». Nous avons choisi la première option. Ou tout récemment, en juin 2025, en parlant à un député d'extrême droite, il lui demande « Mais pourquoi vous déshumanisez les migrants? Pourquoi est-ce que vous les détestez autant? Ce sont des personnes qui ont traversé l'horreur pour venir travailler. » Donc ça, c'est le Premier ministre qui le dit, ce qui est quelque chose qu'on n'entendrait pas de la part de nos gouvernants, et d'ailleurs nulle part ailleurs en Europe. Ou encore le ministre de la politique territoriale à propos des mineurs non accompagnés, qui sont souvent la cible aussi de désinformation, qui disait récemment, oui cette année, que l'Espagne avait été en capacité d'intégrer pleinement les mineurs ukrainiens, et que ce sont les mêmes enfants actuellement qui ont le même âge, mais que la seule différence est la couleur de peau, et qu'il faut donc quand même leur permettre d'être accueillis dignement. Et donc ça, c'est le ministre de la politique territoriale en Espagne. Alors évidemment, il y a des critiques quand même à faire vis-à-vis de la politique espagnole, puisqu'ils sont assez investis dans l'externalisation quand même, et que ça reste très utilitariste, c'est-à-dire que l'objectif absolu, c'est l'économie espagnole. Mais en attendant, ce discours influe beaucoup sur la façon dont les médias vont se saisir ensuite du sujet, et dont l'opinion publique se forge. Alors, il y a aussi la question directement en France du travail journalistique. Et donc, en avril dernier, il y a une charte de Marseille qui a été adoptée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette charte. Donc là, l'idée, c'est que ce sont des journalistes qui s'intéressent aux questions de migration qui ont voulu finalement s'emparer du sujet, un peu comme la charte sur l'urgence écologique, climatique. Je ne sais plus exactement le nom d'ailleurs. Et donc la charte de Marseille, c'est une charte déontologique qui a pour objectif de guider les journalistes vers une couverture précise, complète et respectueuse des questions migratoires, et donc qui veut promouvoir un journalisme responsable qui contextualise davantage les migrations. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a le texte, il y a 11 principes dans cette charte de Marseille. Le respect de la dignité des personnes concernées, la lutte contre les stéréotypes, la formation continue, puisque jusqu'à l'année dernière, en fait, dans les écoles de journalisme en France, il n'y avait pas de cours sur l'immigration. C'est un sujet qui est tous les jours dans les médias, et ça n'est pas enseigné dans les écoles de journalisme. Donc c'est en train de changer, mais c'est tout récent. Et dans la charte, il y a un exemple qui crispe beaucoup les médias français, et de façon générale aussi les politiques, je pense, qui est la question de la précision de la nationalité d'une personne qui commet un acte de délinquance. Faut-il ou non donner sa nationalité? Alors évidemment, la charte ne dit pas s'il faut le faire ou pas. Elle dit juste qu'il faut, en tout cas, s'interroger de l'utilité de la précision. Quand on a un acte de délinquance, est-ce que la problématique, ce sont les violences faites aux femmes, ou est-ce que la problématique, c'est une question d'éloignement, voilà. Et quand on précise systématiquement la nationalité, évidemment, le débat se déplace vers une question d'éloignement, comme on assiste actuellement en France systématiquement en cas d'acte de délinquance commis par des étrangers. Alors ça crispe parce que ça donne l'impression qu'on cacherait une part de vérité en ne donnant pas la nationalité, mais c'est pas forcément le sujet. Alors, pour donner un contre-exemple assez intéressant, en Allemagne, alors ça date de 2016, mais il y a un média régional qui s'appelle Sächsische Zeitung qui avait fait un test de donner la nationalité de toutes les personnes qui commettent des actes de délinquance, donc ça veut dire y compris les Allemands ou Allemandes. Et donc voilà, le média précise cette nationalité, sonde ses lecteurs avant-après, et qu'est-ce qu'il en ressort? Sans surprise, j'ai envie de dire. Un recul de l'adhésion aux idées de l'extrême droite allemande, un recul de la peur des étrangers, mais en revanche, une petite avancée de la peur de la délinquance en général, puisqu'évidemment, on se dit, on ne peut pas la déplacer quoi, pour faire cesser la délinquance. On se rend compte qu'elle est surtout nationale.
En tout cas, ça démontre l'impact qu'a cette précision qui peut sembler anodine, ou en tout cas qui aujourd'hui est totalement automatique de la part des médias françaises. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler pour qu'au moins il y ait la question qui se pose. Et enfin, pour aussi un point positif, il y a une étude de Destin commun, qui est un organisme qui essaye de réfléchir à la position des Français et des Françaises de façon différente, en tout cas par le biais de leurs valeurs. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Destin commun, mais regardez, c'est intéressant. Et ce qu'il en ressort sur les questions d'immigration, c'est que 50 à 60% de la population française n'a pas d'opinion sur les questions d'immigration. On a l'impression un peu que tout le monde est très fermé. En fait, dans le Destin commun, le chiffre est à peu près à 20% d'opposition ferme. C'est juste des gens qui parlent très très fort, qui sont très présents sur les réseaux sociaux notamment, mais qu'en réalité, 50 à 60% s'y intéressent ponctuellement quand il se passe quelque chose et dont la vie peut assez facilement changer. Et surtout, dans ces 50 à 60%, eh bien, les personnes vont voir l'étranger éventuellement comme un concurrent parce qu'eux-mêmes vivent des difficultés économiques ou sociales. Et c'est à ce moment-là qu'on entend parler de la disparition de l'AME ou des choses comme ça, puisque d'un coup, on va se dire, voilà, moi je suis précaire, comment est-ce que ça se passe, comment je peux accueillir quelqu'un d'autre de précaire. Et donc finalement, c'est une population, si on les rassure, qui va penser différemment, ou d'autres qui sont très favorables à l'intégration à l'espagnol, disons par le travail, et qu'il suffit d'équiper. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à informer et à discuter des questions de migration. Et pour conclure, je pense qu'il faut aussi donc revoir l'approche médiatique aujourd'hui. J'espère que la Charte de Marseille va être un déclencheur. En tout cas, le collectif continue de travailler avec plein de médias, de faire des formations à partir de la rentrée prochaine pour que vraiment il y ait une influence médiatique. Il faut essayer de créer un discours politique innovant sur la question. Et surtout, avoir en tête que la question de la migration, elle est très variée, elle concerne plein de personnes et qu'il faut continuer d'en discuter. Merci. Merci. Bien, pour ce qui me concerne, c'est en tant que commissaire aux lois et également parce qu'il y a un lien, vous allez le voir, comme président du groupe d'études des prisons et conditions carcérales, que je vais apporter ma parole sur ce débat, dont le thème est au-delà des fantasmes, quelle est la réalité des migrations d'aujourd'hui? Alors, je vais résumer en quelque sorte les fantasmes qui sont abondamment exploités par la partie la plus droitière de la classe politique et des médias concernant l'immigration. Mais bien évidemment, la première notion, c'est celle de submersion migratoire, que l'on peut également ensuite décliner en grand remplacement. Vous savez bien, la théorie de l'auteur raciste Renaud Camus. Nous avons donc ce biais-là. Nous avons également le fait que les migrations soient considérées par Retailleau et toute son équipe comme une menace existentielle pour l'identité, la civilisation et les valeurs républicaines, rien moins. Nous avons également des fantasmes qui se nouent autour de l'idée du coût de l'immigration, comme quoi l'immigration représenterait un coût tellement phénoménal qu'elle vient en déduction du droit des Français de souche, ou des Français du moins. Là aussi, on verra comment ceci est taillé en pièces par la réalité. Et puis, nous avons également ce biais extraordinaire qui est celui qui fait l'office de fonds de commerce du Rassemblement national, qui est celui de l'essentialisation des immigrés comme étant potentiellement des criminels et des délinquants. Sur ce dernier point, il faut quand même préciser que toutes les études, y compris celles du ministère de l'Intérieur, dévoilent qu'il n'y a pas davantage de délinquance et de criminalité au sein des populations migrantes qu'au sein des populations franco-françaises. D'autres fantasmes également sont ceux que tu as évoqués également, c'est-à-dire qu'il y aurait une submersion masculine par rapport à l'immigration féminine. C'est totalement faux, là aussi, puisque les statistiques montrent qu'il y a 51,5% de migrants qui sont des migrantes et 48,5% qui sont des hommes. Mais bien évidemment, ils ont une visibilité moindre parce que, et c'est encore heureux, on a des structures d'accueil pour les femmes qui sont un petit peu plus performantes aujourd'hui que celles des hommes.
On dit également que les migrants viennent faire, pour une partie, du tourisme médical et viennent se faire soigner à bon prix avec le bel argent de la sécurité sociale, à la place également des Français. Alors, moi, je suis commissaire aux lois et donc je me dois de faire un rappel quand même de ce qu'est philosophiquement la France. Et je vais vous lire un article court qui est l'article 4 de la Constitution du 24 juin 1793, qui avait pour sous-titre « De l'État des citoyens ». Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé de 21 ans accompli qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Ah oui, vous pouvez applaudir parce que le législateur de l'époque pouvait se prévaloir de dire « je suis un citoyen d'un pays qui est celui des droits de l'homme », alors qu'avec la dérive de diminution des droits fondamentaux que l'on observe, on n'est plus le pays des droits de l'homme, mais le pays qui peut se targuer d'avoir été celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, comme législateur, eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas, surtout à la commission des lois, qui est compétente pour l'examen de toutes les lois liées justement à la nationalité, au titre de séjour, au droit d'asile, à la police, à la gendarmerie, à la Constitution, eh bien, je peux vous dire que nous passons de très mauvais moments actuellement avec ce gouvernement qu'on peut plutôt qualifier de gouvernement Retailleau que de gouvernement Bayrou. Bayrou, c'est un petit peu le caissier, en quelque sorte, du système. Mais Retailleau est bien le maître des basses œuvres. Et aujourd'hui, on peut témoigner du fait que, vu depuis la commission des lois, vu depuis l'hémicycle, on a un ministre de l'Intérieur qui est plongé dans une idéologie même pire que celle du Rassemblement national. Et ils font une équipe avec Darmanin redoutable pour la diminution des droits des uns et des autres. Je prends pour exemple la loi Mayotte, qui est passée il y a quelques semaines à peine. Eh bien, cette loi, désormais, votée par la droite extrême et l'extrême droite, ou la droite macroniste, eh bien, désormais, remet en cause le principe fondamental du droit du sol. Donc vous voyez, ils sont en train de constituer des lois qui elles-mêmes vont faire de certains de nos compatriotes ou d'enfants, par exemple, nés sur le sol français, qui est le cas de Mayotte, je vous le rappelle, eh bien, des étrangers eux-mêmes, et donc on crée en quelque sorte une forme de délinquance par la loi. Alors, en quelques mois, quelques années de mandat, eh bien, nous avons vu passer depuis 2022, et même avant, mais enfin ça s'est accéléré depuis 2022, des lois toutes plus racistes les unes que les autres, puisque bien évidemment, vous aurez compris qu'il y a une corrélation forte, en quelque sorte, entre ces lois qui diminuent les droits des étrangers. Elles ne font que cela d'ailleurs. Nous n'avons vu passer depuis aucune loi qui étendait le moindre droit des étrangers. Et pourtant, Dieu sait si aujourd'hui, il y a un besoin en la matière. Et ça, j'en témoignerai alors, pour le coup, également en tant que député, mais avec les personnes qui se présentent à ma permanence pour me décrire en quelque sorte les situations ubuesques, kafkaïennes dans lesquelles elles sont par rapport à la régularisation de leurs droits de séjour sur notre territoire. Mais en quelques années, nous avons vu passer, en principal, la fameuse loi Asile et Immigration, qui comportait 86 articles, qui a représenté des semaines et des semaines de délibération et d'examen, d'abord en commission des lois, puis ensuite en assemblée. Alors c'est pour vous dire quand même que pour faire briller en quelque sorte les étoiles de général de lutteur contre l'immigration de Retailleau, eh bien on a mobilisé l'argent public pour lui faire en quelque sorte sa communication, parce que c'est à cela que ça a mené, ça a servi. Il y avait 86 articles dans cette loi, et bien que cette loi ait été votée grâce à la coalition entre la droite extrême et l'extrême droite, eh bien 32 de ces articles ont été déclarés soit inconstitutionnels,
soit cavalier. Autant dire que nous avons travaillé pratiquement la moitié de ce temps pour rien et l'autre moitié pour satisfaire les ambitions présidentielles du fameux Retailleau. Alors, ils avaient, lors de l'examen de cette loi, le camp de la droite, imaginé des amendements qui sont aussi dégueulasses que, par exemple, supprimer l'aide médicale d'État des personnes en situation de migration. Nous avons des gens qui arrivent parfois, après avoir risqué leur vie, et qui arrivent dans des conditions sanitaires absolument épouvantables. Eh bien, cette classe politique-là trouve tout à fait normal de leur retirer tout droit à être soignés. Or, vous comprenez bien que la santé de notre pays repose sur la santé de tous. Et laisser des gens dans la maladie conduit à mettre en péril également la santé de toute la population française. Mais cela, ils n'ont que faire, puisque, encore une fois, ils sont sur l'exploitation des fantasmes. Entre-temps, après cette épouvantable loi Asile et Immigration, eh bien, nous avons eu des circulaires, parce que finalement, comme il est compliqué de faire tout passer par les lois, et puis il y a urgence, vous comprenez bien, puisque c'est un péril national, la migration, eh bien, on a eu des circulaires, dont la circulaire Retailleau, qui essaie également de renforcer la lutte contre l'immigration en prenant pour base le fait qu'il y a un potentiel criminogène dans l'immigration qui oblige à avoir un traitement particulièrement sévère. Alors cette circulaire demande la plus grande sévérité de la part des préfectures, puisque vous voyez bien que lorsqu'on n'est plus dans la loi, qu'on est dans le décret ou la circulaire, eh bien, on contourne le judiciaire en lui substituant de l'administratif. Et c'est beaucoup plus facile à maîtriser l'administratif, puisque vous comprenez, les préfets dépendant de l'autorité du ministre, eh bien, les préfets appliquent les directives. Je vous rappelle quand même qu'il ne faut pas avoir trop d'illusions sur le fait que des préfets lutteraient contre les impératifs qui leur sont imposés par leur ministère, puisque je vous rappelle qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, sur la centaine de préfets, il n'y en a qu'un qui a désobéi, Jean Moulin. Ça fait quand même une proportion très faible. Donc là, on a des éléments de relais d'une politique sécuritaire absolue qui ne souffre pas de contestation de la part de ceux qui sont chargés de les mettre en application. On a également une circulaire toute fraîche qui est arrivée, je crois, au mois de mai, qui veut lutter contre les mariages forcés. Alors là, vous voyez, on s'en prend à l'amour. Ça ne suffisait pas de s'en prendre aux droits fondamentaux, il faut également remettre en cause la possibilité qu'ont des personnes en situation de migration d'être amoureuses ou d'être aimées par des Françaises et des Français, ce qui devrait normalement leur attribuer des droits. Eh bien, ces droits-là également sont remis en question, puisque dans le texte de cette misérable circulaire, on demande à ce que les préfets sursoient à jugement, à autorisation de mariage, dès que le moindre indice leur paraît suspect concernant la réalité des couples qui sont constitués entre une ou un Français et un ou une migrante. Tout à l'heure, on parlait également de l'abus des prestations sociales. En réalité, vous voyez bien que déjà, même pour la population endogène de notre pays, les prestations sociales sont tellement faibles qu'elles ne permettent pas de vivre dignement et que de toute façon, quand bien même vous seriez aux minima sociaux, vous êtes de toute façon déjà en dessous du minimum vital, qui fait que vous faites partie de la population dite pauvre, puisque ce niveau-là est autour de 1183 €, je crois. Lui, il n'a pas beaucoup évolué. D'ailleurs, ce sera une bonne question à poser à Bayrou à la rentrée, puisque année blanche également constitue une année blanche. Enfin, le principe est de faire une année blanche sur tout ce qui constitue les minima sociaux et les prestations sociales. Dans le cadre de ces fantasmes, on a également, on n'a pas que l'aspect des lois, des circulaires et autres textes administratifs, mais on a également les Républicains, qui n'ont de républicains que le nom, qui, par la voix d'Éric Ciotti, ont demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête sur les coûts de l'immigration.
L'idée est bien évidemment de servir également de relais pour durcir la politique migratoire au motif qu'elle coûterait cher. Alors, on ne l'a pas encore évoqué, mais en réalité, le CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit qu'il y ait chaque année un rapport ministériel fait à l'intérieur pour justement évoquer tous les chiffres liés à la migration. On a une loi tous les 2 ans depuis 1945 pour tout ce qui concerne les sujets migratoires. Et ça n'empêche pas les politiques de droite de dire que l'immigration est toujours sous contrôle, alors que c'est exactement le contraire, puisqu'on montre qu'il y a une stabilité en quelque sorte sur les flux migratoires entre les entrées et les sorties des titres de séjour. Pour exemple, en 2023, on avait un tiers des motifs de titres de séjour qui était celui d'étudiants. Alors déjà, ils pourrissent la vie de nos propres étudiants d'origine française, donc vous imaginez comment c'est dur aujourd'hui d'être une personne d'un pays étranger qui vient faire ses études en France. Un tiers des demandes de titres de séjour est lié au motif familial, rapprochement en général, mais là aussi, les différentes lois qui ont été soumises à l'examen de l'Assemblée nationale et dont les articles dont je vous parlais tout à l'heure ont été déclarés inconstitutionnels portent sur la limitation du rapprochement familial. Eh bien, ce rapprochement familial représente un tiers des motifs. Un sixième des demandes de titre de séjour sont pour motifs économiques et un sixième pour motifs humanitaires. Mais statistiquement, donc, il n'y a rien qui justifie que l'on durcisse les lois contre les personnes en situation de migration, puisqu'il n'y a pas de variation significative de ces migrations, alors que la France, comme beaucoup de pays occidentaux, sont très largement responsables des raisons pour lesquelles des gens veulent quitter leur pays d'origine, que ce soit en raison des conflits qui sont en cours dans leur pays, que ce soit en raison de la prédation de notre système à nous, capitaliste, sur leurs ressources économiques, et que ce soit enfin en raison du réchauffement climatique dont nous avons bien évidemment une très large responsabilité. Donc voilà ce que nous avons vécu à l'Assemblée nationale concernant l'examen des lois, mais tous les députés, et pour le coup je peux témoigner que même ceux qui ne sont pas de notre camp reçoivent dans leur permanence des gens qui viennent les voir en leur disant « Nous sommes dans une situation ubuesque, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je peux vous prendre une série d'exemples, mais nous avons par exemple des gens qui sont mariés avec un Français ou une Française, qui ont des enfants nés en France et français, et pour des raisons administratives, parce que là aussi, on a rendu bien plus compliqué les demandes de titres de séjour et de droit d'asile, qui maintenant prennent des mois et des mois pour être examinés seulement par les préfectures, eh bien, il y a un tel délai que pendant ce temps-là, les personnes vivent dans une situation illégale, irrégulière en tout cas, mais que l'on rend illégale par l'empilement de ces fameuses lois. Donc, une minute. Donc des cas de personnes qui sont dans des situations administrativement cauchemardesques, eh bien, on en a beaucoup, on ne sait plus comment les traiter. Alors on essaie à notre niveau de faire des recours auprès des préfectures pour demander leur régularisation ou un examen, on va dire, favorable. Mais elles sont également submergées, les préfectures, par ce genre de demandes. Et donc aujourd'hui, on a un empilement qui fait que de plus en plus de personnes se voient frappées d'obligation de quitter le territoire français alors qu'elles n'ont même pas eu le loisir de pouvoir commencer à être examinées dans leur demande de recours. Et le principe des lois qui nous sont soumises actuellement fait que l'on met ces personnes-là préalablement, c'est un prérequis, elles sont dans une situation d'illégalité qui les rend éligibles au centre de rétention administratif. C'est-à-dire que maintenant, le fait de ne pas être en situation régulière est un motif, en quelque sorte, d'infraction qui mène rapidement au centre de rétention administrative, dont notre livret, d'ailleurs, immigration, prévoit la pure et simple abolition, puisque c'est des centres absolument inhumains.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci pour vos interventions, ça a permis de mettre le contexte national. Pour ma part, je vais vous parler d'une situation assez spécifique qui est celle de la frontière franco-italienne haute dans les Hautes-Alpes, à Briançon plus spécifiquement, là où l'association pour laquelle je travaille, Tous Migrants, agit depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc nous sommes une association de plaidoyer, de sensibilisation en faveur des droits des personnes exilées. On ne fait pas d'accompagnement individuel, mais donc vraiment dans une lutte contre ce système politique, notamment à la frontière, pour un jour, on l'espère, le respect des droits fondamentaux de toutes et tous et la liberté de circulation pour celles et ceux qui veulent se mouvoir à l'échelle internationale. Donc à Briançon, je vais peut-être d'abord simplement vous expliquer. Je vais essayer d'être le plus concrète possible après des explications nationales que vous avez eues. Et j'espère aussi que cette incise de terrain, comme on peut dire, permettra d'enfoncer un peu le clou qui a déjà été bien enfoncé par les 3 interventions précédentes sur les fantasmes donc, qui entourent l'immigration. Peut-être pour m'assurer quand même que les exemples qui suivent sont bien compris par toutes et tous, je vais potentiellement au début faire un tout petit contexte dans l'espace et dans le droit, parce que la frontière, ça reste quand même un espace particulier où le droit qui s'applique est un petit peu spécifique. Et comme ça, vous pourrez aussi mieux comprendre les exemples qui suivent, qui sont en fait des exemples autant de solidarité que de résistance. Enfin, ça, c'est un système politique qu'on voit tous les jours être responsable de beaucoup trop de drames. Voilà, et puis bon, vous n'êtes pas sans savoir que la frontière étant un lieu hautement symbolique dans le contrôle des migrations, militants et militantes sont très 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 exposés à un risque de répression, et pas qu'à un risque d'ailleurs, à une réalité de répression, d'entrave, et voilà, donc dans nos activités, mais aussi dans nos discours. Pourquoi je parle aussi de l'approche territoriale? Parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans l'association Tous Migrants. En fait, on croit assez fort quand même en la capacité d'un territoire de faire territoire accueillant. En fait, ça paraît difficile à l'échelle mondiale, européenne, nationale, mais en fait, à l'échelle du territoire, il y a beaucoup de choses qui sont faisables, et on croit assez fort en fait à ce point de départ-là territorial pour ensuite, pourquoi pas, exporter ce modèle-là à une plus grande échelle. Et voilà. Et à plusieurs reprises, vous entendrez aussi peut-être le terme de militarisation qu'on emploie assez fréquemment, la militarisation de la frontière étant en fait pas simplement la présence de militaires, mais en fait l'investissement croissant financier, mais aussi en termes d'ordre répressif, d'atteinte aux droits, etc. Et donc les conséquences de cette militarisation, pas besoin de faire du suspense, hein, elles sont tout à fait négatives, ces conséquences, pour les personnes exilées. Voilà, donc peut-être très très rapidement, en fait, la frontière franco-italienne, vous la situez, elle est à l'intérieur de l'espace Schengen, donc c'est censé être quand même à l'intérieur d'un espace dit de libre circulation. On en est loin. C'est une libre circulation qui est censée être pour toutes et tous, pas uniquement pour les citoyens italiens et français. Aujourd'hui, depuis 10 ans, en octobre, ça fera 10 ans, la France a renouvelé le contrôle à ses frontières intérieures. D'ailleurs, c'était antérieur aux attentats de novembre 2015, hein, donc c'était pas spécifiquement pour ça. Et en fait, depuis 10 ans, tous les 6 mois, les gouvernements successifs renouvellent ces contrôles aux frontières intérieures et donc donnent encore plus de possibilités aux forces de l'ordre présentes d'opérer des contrôles. Ces contrôles, aujourd'hui, on les observe, ils sont tout à fait discriminatoires, ils sont ciblés et totalement contradictoires avec le principe du droit européen. Mais bon, c'est un sujet particulièrement sensible, les frontières, avec la souveraineté étatique aussi. Donc, on a du mal, on galère, comme on pourrait dire, les associations, à faire valoir ça devant les cours de justice qui, effectivement, constatent aussi l'illégalité du gouvernement français quant au renouvellement constant depuis 10 ans du contrôle aux frontières intérieures. Mais pour autant, aucune décision contraignante aujourd'hui n'a été prise à l'encontre des gouvernements français à ce sujet. Voilà. Bon, comme plein de frontières, hein, elles ont été franchies maintes et maintes fois depuis que la Terre est Terre. Hein, mais c'est vrai qu'à Briançon, depuis 2016-2017, on observe une
relative augmentation du nombre de passages, qui n'est jamais que la conséquence en fait de la militarisation et de la répression de la frontière franco-italienne basse, donc plutôt au niveau de Menton et de la vallée de la Roya. Et en fait, plus les personnes ont été réprimées, violentées, etc., plus elles ont essayé de passer cette frontière-là un petit peu plus haut, et donc avec une prise de risque toujours croissante, parce qu'en fait, passer par Briançon, c'est un super territoire qui est magnifique, mais ça s'appelle la haute montagne, et c'est pas pour rien, parce que c'est en haute altitude, c'est très dangereux, étant bien sûr entendu que les montagnes ne tuent pas, la militarisation si. Donc ce n'est pas les montagnes et l'altitude qui sera responsable des 16 disparitions qu'on compte depuis 2018 à Briançon, dont 11 décès avérés, mais bel et bien la militarisation de cet espace montagne, qui est normalement censé être un espace au contraire de solidarité et d'entraide transalpine. Cette solidarité, elle résiste, voilà, donc d'où le terme de résistance au début dans mon introduction. Elle résiste grâce aux associations, aux collectifs. Tous migrants, on n'est pas les seuls, hein, on agit main dans la main avec plein de personnes, de collectifs, d'associations, et on essaye de répondre à ce qu'on observe aujourd'hui comme étant un continuum des violences en fait et des violations des droits, depuis la tentative de franchissement de frontières jusqu'à en fait le territoire. Donc ça peut être la violation du droit d'asile quand on se présente normalement à une frontière. Tout un chacun, quelle que soit sa nationalité, pourrait se présenter à la police aux frontières du col de Montgenèvre et dire bonjour, je souhaite accéder au territoire français pour y déposer une demande de protection. Et c'est pas du tout la compétence de la police aux frontières d'estimer si la tête lui revient et si effectivement il a l'air de plutôt correspondre aux critères de l'OFPRA. C'est pas son rôle. Aujourd'hui, pourtant, c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, quotidiennement, au col de Montgenèvre, des personnes sont refoulées, parfois violentées, avec un total déni de ce qui est pourtant un des droits les plus fondamentaux, à savoir le droit d'asile. Et ça, on peut le constater parce que Tous Migrants, on est très très actifs dans ce qu'on va appeler les activités de documentation. Donc pour documenter, en fait, c'est comme n'importe quelle personne qui appréhende un terrain, on a envie de prouver ce qui s'y passe, on va passer par des activités de documentation. Ça peut être des observations. Alors, passer toute sa nuit à observer ce que font les policiers, bon, une première fois c'est drôle, une deuxième fois ça l'est un peu moins, mais on continue quand même de le faire. Ça peut être aussi des activités de collecte de témoignages, donc recueillir des témoignages auprès des personnes qui ont tenté ou qui ont franchi la frontière et qui vont faire part de leurs témoignages, souvent anonymement, de ce qu'elles ont subi la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, etc. Et là, ce qui va nous intéresser, Fraonde, c'est de documenter les violations, les atteintes aux droits. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir ensuite collecter, analyser, systématiser pour faire remonter notamment aux autorités administratives indépendantes, par exemple la défenseure des droits, par exemple la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, parce qu'à Montgenèvre, beaucoup de personnes l'ignorent, mais il y a quand même de la privation de liberté. Alors, ce n'est pas un CRA, c'est un truc encore plus flou que ça, puisque nous-mêmes, associations qui sommes mandatées, n'avons pas le droit d'accès à ces lieux de privation de liberté, puisque l'administration française estime que c'est un lieu de mise à l'abri. Alors, un lieu de mise à l'abri, pourtant, ça se définit par la capacité d'une personne de sortir et de rentrer. Là, elles sont bel et bien enfermées, hein. Il y a des barreaux, il y a des serrures, il y a des policiers, il y a des grillages. Femmes, hommes, enfants, mineurs. Alors pour les mineurs qui sont reconnus mineurs, certains sont pris en charge par des associations mandatées par l'État. Encore faut-il être reconnu comme mineur. Et là, la présomption de minorité ne fonctionne pas du tout. Les mineurs qui auront eu le malheur à un moment donné dans leur parcours migratoire en Europe de dire qu'elles sont majeures pour accélérer un petit peu le processus, sont fichés comme majeurs et ne pourront du coup que difficilement revenir sur cette décision. Pour documenter, en fait, ça passe aussi effectivement par la présence en montagne, mais donc vous l'aurez compris, les premiers acteurs et actrices de la documentation, c'est les personnes exilées elles-mêmes, en fait, hein, parce que c'est grâce à leurs témoignages qu'on a pu prouver maintes et maintes choses, et notamment les atteintes les plus graves commises par les policiers. Rapides exemples peut-être actuels dans les violences qu'on observe, pour vous montrer à quel point c'est encore actuel, parce que beaucoup de personnes ont en tête qu'il y avait eu Génération Identitaire il y a quelques années à Briançon, qu'il y avait effectivement des groupes organisés d'extrême droite qui agissaient, qui se faisaient passer pour des forces de l'ordre. Alors, on n'en est plus là, effectivement, mais il y a quand même encore aujourd'hui des violences à déplorer qui sont gravissimes. Je parle par exemple des courses-poursuites qui sont contraires au code de déontologie de la police et qu'on continue de documenter. Une course-poursuite de nuit, je ne sais pas si vous imaginez, mais 1800 mètres d'altitude, une course-poursuite de nuit dans une pente extrêmement, comme son nom l'indique, pentue. C'est des chemins escarpés, c'est des personnes qui sont fatiguées par des semaines, des mois, des années de migration, pour certaines qui sont déjà largement affaiblies, dans un état de stress immense.
Et donc on imagine assez facilement les drames qui peuvent se produire à la suite de courses-poursuites dans la plus totale obscurité par des forces de l'ordre qui ont conscience du danger que c'est que de courir après quelqu'un en montagne dans la nuit. L'un des décès les plus récents était justement une personne qui est tombée d'une falaise tout près de Briançon. Mais il y a de la solidarité, comme je vous disais, donc on essaye quand même de la faire vivre. Et pour ça, il y a un collectif à Briançon. Avant, il s'appelait le collectif Maraude. Aujourd'hui, on l'appelle le collectif de réduction des risques en montagne. C'est pas parce qu'on aime les longues phrases, mais parce que c'est quand même plus proche de la réalité. La réduction des risques, ça apporte quand même un truc un petit peu plus humble, un peu plus modeste. Les personnes, si elles franchissent les frontières, c'est grâce à elles et uniquement grâce à elles. Si elles ont pu en franchir 10, 15 avant ça, c'est grâce à ce qu'elles ont... Enfin, c'est grâce à elles. Nous, là, on sera plus dans une approche de réduction des risques, donc de présence en montagne toutes les nuits, pendant toute la période enneigée. Donc, à Briançon, ça va quand même de fin octobre jusqu'à mai. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'être présent en montagne côté français, hein, évidemment, je précise, côté français pour s'assurer, en fait, de quels sont les besoins. Est-ce qu'il y a un besoin d'orientation médicale? Est-ce que les personnes souhaitent nous accompagner pour être mises à l'abri au refuge solidaire de Briançon? Est-ce que ces personnes ont besoin de, je sais pas, d'une couverture de survie, de manger une barre de céréales, d'avoir du thé chaud, d'avoir une discussion? Voilà. Et donc, pour contrebalancer un petit peu le contexte morose national qui nous laisserait à penser que tout le monde devient facho, il y a quand même des centaines et des centaines de personnes qui viennent chaque année à Briançon bénévolement, certaines pour passer leur nuit en montagne pendant leurs quelques vacances, certaines pour passer des mois à Briançon pour faire vivre cette solidarité, pour assurer l'hébergement d'urgence qui n'est pas pris en charge par l'État à Briançon malgré ses responsabilités normalement. Donc voilà, il n'y a pas du tout de place disponible à Briançon. Il y a 6 places. Aujourd'hui, au refuge solidaire, il y a une centaine de personnes à accueillir. 6 places, pas uniquement pour les personnes exilées, 6 places pour le territoire de Briançon. Voilà, c'est une déconnexion totale des réalités et tout ça, c'est assumé par les associations, par les acteurs de la société civile dont vous faites potentiellement partie. Et donc, ça donne aussi un peu de la force de penser que voilà, c'est une forme de résistance aussi que d'apporter son soutien, que ce soit par du temps, de l'argent ou un soutien oral ou par, je sais pas, une prise de position aussi en faveur des associations qui, pour certaines, assument pleinement le rôle de l'État et qui, pour d'autres, essayent au contraire de rappeler la loi. Et pourquoi est-ce que je parle de rappeler la loi? Parce qu'on tombe aujourd'hui dans un paradoxe complet quand même où nous sommes criminalisés. Donc, par exemple, l'association pour laquelle je travaille, on est énormément exposé à des risques de poursuite. Depuis 2018, il y a 37 personnes, rien qu'à Briançon, qui ont été poursuivies en justice. Toutes ont fini par être innocentées, mais c'est des coûts financiers énormes. C'est de la démobilisation, c'est une stratégie aussi des autorités que de nous faire peur avec ça. Ah, vous allez être accusé d'aide au passage, etc. Mais en vérité, ce qu'on observe, nous, aujourd'hui, c'est qu'il y a en face de nous des forces de l'ordre qui répondent à des ordres illégaux, qui portent atteinte gravement aux droits fondamentaux. Donc, on peut questionner la légitimité de ces ordres-là, qui répondent à des ordres comme ça. Et nous, on s'efforce de rester dans un cadre de légalité totale et stricte pour ne pas nous mettre en danger, nous, ni les personnes, ni les associations, pour pouvoir perdurer aussi dans le temps, même si on aimerait, dans un monde idéal, ne pas exister. Il fait qu'on existe et on aimerait continuer d'exister. Et aussi pour pas leur faire ce plaisir-là de commettre la faute qu'ils attendent qu'on commette. Donc nous, on est contraints de rester dans un cadre de légalité stricte pour pouvoir perdurer dans notre action et dans notre crédibilité, tout en observant des nuits durant, par des ressentis de moins 20 degrés parfois au col de Montgenèvre, des forces de l'ordre qui, elles, répondent à des ordres complètement attentatoires aux droits fondamentaux, à empêcher des familles d'accéder à la mise à l'abri. Enfin, voilà, on parle de ça aujourd'hui. Dans les dernières semaines, il y a eu des situations gravissimes de personnes à mobilité réduite qui ont dû laisser leur fauteuil roulant en montagne pour traverser en se faisant porter par leurs proches de famille. On parle de personnes qui ont été enfermées des heures durant sans nourriture ni eau, des personnes qui ont été menacées avec une arme au sein du poste de police de Montgenèvre pour ne pas vouloir signer des documents parce que évidemment, sinon ça serait trop simple, les procédures ne les sont pas traduites. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes actuellement qui parlent amharique, qui parlent oromo, qui parlent tigrinya. Enfin, c'est des langues qui sont parlées en Afrique de l'Est. La police ne maîtrise pas trop ces langues-là et ne met pas à disposition les interprètes qui sont pourtant légalement requis pour pouvoir leur traduire les procédures. Et pour celles qui connaissent leurs droits, pour les personnes qui connaissent leurs droits et qui ont osé exprimer leur refus de signer des procès-verbaux qu'elles ne comprenaient pas, elles se sont vues répondre avec une menace avec arme.
ou alors une nuit de détention sans nourriture. Enfin, voilà, c'est des situations comme ça. Alors là, je vous parle effectivement de situations gravissimes, mais elles sont malheureusement réelles. Voilà. Et donc, on continue. On a eu des petites victoires. Voilà, rassurez-vous, on ne fait pas que de se prendre des claques. C'est pas facile. On n'a aucun argent public. On vit que de financement privé, de particuliers essentiellement. Et c'est aussi une forme de résistance que de soutenir les associations pour ça. Et voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions, je serais contente d'y répondre, mais la conférence a déjà été un peu longue, donc je vais vous libérer ici. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et effectivement, engagez-vous dans ces associations qui défendent les plus élémentaires des droits humains. Il nous reste un petit quart d'heure, je crois, pour des questions avec vous toutes et tous. Et on a un camarade qui se dévoue pour faire passer les C'est micros. formidable. Florent, qui est là. Et si vous voulez bien, on prend 2-3 questions, on fait une salve de réponse. Et comme ça, on peut peut-être faire deux passages dans le quart d'heure qui nous reste. Merci. Merci pour vos interventions. Une question pour Bruno Breal. Est-ce qu'il y a une coopération possible avec les citoyens italiens ? Oui, merci. On a parlé du coût aussi. Le coût de l'immigration, c'est un truc qui revient souvent dans le débat. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres ? Sur la question des coûts, je pourrais juste dire que le seul coût de l'immigration, c'est le coût des efforts qu'ils font pour l'empêcher. Tous les murs, les polices, les procès judiciaires ou administratifs, tout ça coûte des milliards. Et au contraire, les immigrés contribuent à la richesse des pays où ils vont. Je me déclare, je suis militante à LFI depuis peu de temps. J'espère que ça n'embête pas aux autres que je dise qu'il est bien temps que LFI adopte une politique de suppression de tous les contrôles sur l'immigration, tout l'édifice de contrôle qui ne marche pas pour empêcher les gens de migrer et qui coûtent des milliards et qui créent surtout énormément de souffrance et qui nourrit le racisme. Et en disant bien clairement qu'on veut les abolir tous ces contrôles, on contribue, à mon avis, très fort à la lutte contre la montée de l'extrême droite, du fascisme. Et je crois que ceux qui disent que la manière de gagner le soutien du peuple, c'est de renforcer les contrôles sur l'immigration, ils ont tort. Et je voudrais aussi dire que je suis pour l'abolition du statut de réfugié, donc l'abolition de l'imposition, de l'exigence que les gens qui veulent vivre ici doivent expliquer pourquoi ils le veulent. C'est à eux de décider et ils savent très bien pourquoi. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces éléments très importants que vous nous avez donnés. Je tiens à dire que j'ai été particulièrement en accord avec comment vous avez placé, Michael, cette question en rapport au régime social qui est celui du capitalisme et le sort qui est fait à cette partie de la classe ouvrière. On dit migrants, on disait jadis travailleurs émigrés. Parce que les riches, on ne les voit pas tellement dans le radar de ce qui s'appelle la migration. Eux voyagent beaucoup et très, très, très confortablement. Une phrase m'a marqué aussi quand vous disiez, quand on lutte pour leurs droits, on lutte pour tout le monde.
La question qui me semble se poser, et pour faire écho d'ailleurs dans sa dernière intervention à ce que disait Mathilde Panot à l'issue des Amphis l'année dernière, que ce devait être pour nous une question centrale, y compris face à ce qu'en fait l'extrême droite comme fonds de commerce et les menaces de cette extrême droite aux portes du pouvoir est déjà en œuvre dans sa coalition avec Macron, c'est nous, militants, et au niveau de nos groupes d'action, ce que nous pouvons faire. Parce que les arguments sont importants, mais l'action, elle est fondamentale. Et par exemple, il y a ce que vous disiez, Jean-François, vous comme élu, les dossiers, comment vous tentez d'aider, mais face à une administration, parce qu'il y a la loi et puis il y a le pratique, les délais qui sont... Moi, je suis personnellement, dans mon entourage privé, confronté à cette situation, de plus en plus long, où les titres de longue durée disparaissent, où les préfectures pratiquent le titre temporaire, dont les bénéficiaires, si j'ose dire, ne peuvent plus rien faire, se retrouvent dans des situations... Et le ministère de l'Intérieur va jusqu'au cynisme à publier sur son site un forum de témoignages de ses propres faits et gestes et des situations dans lesquelles il place lui-même ces personnes. Il y a quelques mois à Clichy-sous-Bois, il y a eu une manifestation que nous avons soutenue par nos élus, justement, qui exigeait de la préfecture que les délais se raccourcissent, que les demandes soient traitées, que les demandeurs soient reçus. À Paris, moi je suis d'un groupe d'action de Paris, on ne peut plus aller à la préfecture. Je finis. On ne peut plus aller à la préfecture. Donc ça, c'est un vrai sujet. Tout est sur Internet. C'est un vrai sujet. On fait une première série, Florent. Il y a déjà plusieurs éléments. Je veux commencer peut-être. Sur le coût de l'immigration, Bon, on aura tous des trucs à dire, je pense. oui, on a tous effectivement des choses à dire sur le coût de l'immigration. En vérité, ce n'est pas le coût de l'immigration, il n'existe pas. C'est comme le coût du travail. En réalité, c'est une richesse. L'immigration en France est une réelle richesse. La plupart des personnes en situation de migration travaillent, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ou produisent, ou ont, on va dire, une interaction sociale positive dans notre pays, soit parce qu'elles aident des proches. Souvent, on a, par exemple, dans la population féminisée, on a... des métiers que personne d'autre ne veut satisfaire, comme par exemple l'aide aux personnes. L'aide aux personnes ici à Grenoble, on a, je peux en témoigner, puisque ma fille y a travaillé pendant quelques heures, vous voyez, tellement c'est dur pour quelqu'un qui n'est pas habitué, eh bien, l'obligation d'aller s'occuper de 11 personnes dans une journée, avec un timing de fou, eh bien... c'est ces personnes en situation de migration qui sont en mesure de faire ce travail parce que personne ne veut le faire. Elles cotisent, ces personnes, quand bien même, figurez-vous, elles sont parfois en situation non régularisée, elles payent des cotisations sociales, elles enrichissent notre sécurité sociale. Donc non, l'immigration n'est pas un coût, c'est une richesse, mais ça, vous pensez bien qu'ils ne vont pas en faire l'aveu, puisque ça va à l'encontre totale de toute leur idéologie. Voilà. Quant au coût, vous l'avez dit, madame, c'est vrai. Il y a le coût de la lutte contre l'immigration, par contre, qui est phénoménal, pour le coup. Parce qu'effectivement, construire les centres de rétention administratifs, l'immobilier, les dispositifs comme Frontex, etc., ça coûte des centaines de millions d'euros aux contribuables. Et puis, il y a le coût administratif, parce que pendant qu'on fait ça, pendant qu'on mobilise les administrations à aller traiter des dossiers avec des délais souvent bien trop longs, eh bien, cette administration-là ne vient pas servir l'intérêt général et le service public qu'on pourrait attendre d'elle. On parlait de coût de l'immigration. Oui. Merci. Tu veux y aller ? Non, oui, je disais, il y a un rapport de la Cour des comptes de janvier 2024 sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière qui a chiffré à 1,8 milliard le coût que ça a pour la France. Le rapport est hyper intéressant aussi parce qu'il dit quand même globalement que rien ne fonctionne très bien. C'est intéressant à dire que les préfectures sont défaillantes totalement par manque de personnel, que rien ne fonctionne bien. Voilà. Je rebondis aussi du coup sur les actions. Pour les préfectures, c'est une catastrophe partout. Hein. Nulle part il y a accès aux préfectures maintenant pour les accompagnateurs, accompagnatrices. Il y a un abus. Alors il y a une défaillance
parce qu'il n'y a pas de personnel en fait, il y a un problème de budget, mais bon. Par ailleurs, il y a toujours les délégués des défenseurs des droits qui peuvent au moins remonter, parce qu'il y a des rapports qui se font régulièrement quand même par le défenseur des droits sur tout ça. Donc à solliciter pour dire j'ai pas de rendez-vous, ça va pas. Ils sont supposés quand même y aller eux-mêmes, les délégués. Et sinon, après, moi je suis juriste, contentieux quoi, référé devant le juge administratif. Les juges administratifs maintenant ils passent une partie de leur activité à appeler les préfectures pour leur dire donc là en fait il faudrait juste donner un rendez-vous s'il vous plaît. Enfin, j'exagère totalement le trait, mais on en est là quand même, donc, mais il faut continuer parce que c'est du droit, c'est solide et ça documente quoi. Et sur le terrain plus général, la charte de Marseille que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est aussi un objet, je pense, citoyen, dans le sens où ça rappelle des aspects déontologiques journalistiques. Et donc, chacun et chacune peut aussi écrire à un journaliste pour dire là, est-ce que vraiment cet angle, il est pas un peu stéréotypé ? Est-ce que vraiment cette image, elle était... Alors, les iconographes, c'est pas les mêmes qui écrivent, etc. On s'en fout, mais en tout cas, à force aussi de le redire, ça peut peut-être un petit peu faire bouger. Merci. Merci. Et sur la question du coût de l'immigration, on a tous les trois eu à peu près le même réflexe, je pense, et ce qui coûte cher, c'est l'appareil répressif. Donc je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes camarades, mais je cherchais, pendant qu'ils parlaient, un chiffre édifiant que j'avais vu passer dans un rapport et que j'avais plus en tête. Vous savez qu'il y a les accords du Touquet dans le nord de la France, qui fait qu'en gros, la frontière de la Grande-Bretagne, elle se trouve à Calais, quoi. La militarisation de la frontière, c'est 178 millions par an. Voilà, tout simplement, aux frais de la France. Les Anglais payent aussi des trucs, mais l'appareil répressif dans le Nord, pour la France, c'est 178 millions par an, c'est ça qui coûte cher. Et c'est ça qu'il faut répéter, pour rebondir sur ce que disait notre camarade ici, sur comment on fait sur le terrain. Répétons des choses comme ça. Et à force de répéter des choses comme ça, on verra que c'est l'appareil répressif qui coûte cher, etc. Mais c'est un travail de fourmi, et c'est très dur, c'est très long, mais c'est nécessaire, et c'est notre job, quoi, et c'est ingrat, et il faut surtout pas se décourager, et il faut surtout continuer. Et sur la dématérialisation de tout ce que tu dis, effectivement c'est catastrophique, et ce qu'il faut dire aussi et pas oublier, c'est que Darmanin l'a encore aggravé avec sa loi qui oblige à faire tous les entretiens en visioconférence, etc. Et on se bat contre ça. Il y a notamment une députée qui s'appelle Danielle Obono qui lutte contre la dématérialisation de tous les services publics. Il faut le dire, qu'on est les seuls à faire ce boulot, qu'il faut des gens pour accueillir toutes les personnes qui ont besoin d'un service, pas forcément lié aux migrations de population, et continuer à le marteler, continuer à se battre, à informer, à dire le fond des choses. Et c'est dur, mais on va y arriver. Et Brune, tu voulais probablement réagir aussi. Mais simplement pour ajouter quelques exemples de l'absurdité quand même. Par exemple, un refoulement. Nous, toutes les personnes à la frontière franco-italienne finissent par passer. Les policiers, comme nous le savons, elles finissent toutes par passer dans des conditions après de santé, etc., qui se dégradent, mais elles finissent toutes par passer. Par contre, un refoulement, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Anne-Claire Defossé et Didier Fassin l'avaient bien documenté. Enfin, ils avaient fait un long travail avec nous pendant plusieurs années sur ce terrain-là. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est d'autant plus stupide que d'engager des frais à ce point énormes pour des personnes qui vont finir par passer de toute façon. Et dans les frais aussi, il faut compter. Enfin, je veux dire, il y a quand même nous des policiers qui sont payés actuellement pour faire des filatures jusqu'à notre domicile personnel sur leurs heures de travail, pour nous intimider. C'est des procès qui sont menés contre nous sur des amendes mensongères. Enfin, voilà, c'est ça l'absurdité aussi. Voilà, et c'est totalement lié à des dépenses comme ça. Et par rapport à la coopération italienne, je vous mentirais si je dirais que j'étais pas surprise, si j'étais surprise de la question, parce que c'est la question qui revient tout le temps. Nous ne coopérons pas au sens d'aide au passage, puisque personne n'a envie de finir derrière les barreaux, parce que c'est quand même puni de peine de prison, je le rappelle. Mais effectivement, on est évidemment en lien avec les camarades italiens, au même titre qu'on est en lien avec les camarades basques, avec le littoral nord, avec certains aussi militants et militantes de Perpignan, et avec la frontière basse. C'est une coopération qui sera politique pour nous aider en fait à documenter les violations des droits, pour nous aider aussi à porter un message commun et pour montrer en fait que de part et d'autre de la frontière, la situation est catastrophique, quoi. Mais donc ce ne sera pas une coopération ni matérielle ni logistique. Merci. On peut reprendre 2-3 questions. Oui, on va reprendre 2-3 questions. 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un qui bouge mieux que l'autre. Ouais, celui-là bouge bien. Alors,
Alors, moi j'avais 2 questions remarques. La première, c'est que vous parliez du fait qu'on a rétabli des contrôles aux frontières à la frontière italienne. Et je voulais mentionner le fait que l'Allemagne a rétabli des contrôles systématiques à sa frontière, avec les conséquences catastrophiques que ça a pour les travailleurs transfrontaliers, par exemple, parce qu'il y a un énorme allongement des temps de passage. Et je voulais vous demander si vous pensez, vous, qu'on est dans une tendance où on est en train de revenir sur les accords de Schengen et sur la libre circulation des personnes. Et ma deuxième question, elle portait sur vous mentionniez l'allongement des temps de renouvellement des visas, par exemple, et de toutes les procédures en préfecture. Moi, je suis confronté tous les ans à des étudiants étrangers qui ont besoin de renouveler leur visa et qui en ont besoin même pour poursuivre leurs études et se réinscrire à la fac. Est-ce que, et en fait, je ne comprends pas d'où vient cet allongement. Est-ce que c'est un manque de moyens des préfectures? Est-ce que c'est une volonté de faire traîner en longueur les procédures? Est-ce que c'est des procédures qui se complexifient? J'aimerais bien que vous éclairiez ma lanterne là-dessus et savoir un peu ce qu'on peut faire. Merci. Moi, je voulais témoigner que le travail des bénévoles n'est pas aidé et entravé, ça c'est confirmé, à tel point que je voudrais saluer quand même le travail du SOS Méditerranée, qui n'est pas présent ici parce que ces gens-là se cachent, parce qu'ils sont menacés, mais vraiment menacés. Voilà, donc je voulais saluer un peu leur travail et leur mérite. Bonjour, j'avais une question sur rapport aux mineurs d'accompagner. On en a parlé très brièvement, enfin Madame Béal en a parlé très brièvement, mais comment vous comptabilisez la question des mineurs d'accompagner dans les chiffres statistiques, on va dire classiques de la migration, et également dans quelle mesure où, en fait, je suis travailleur social et on voit beaucoup dernièrement l'institutionnel qui prend énormément de temps ou qui repousse toujours des délais, par exemple pour la demande d'AMU. On va avoir des personnes, on va leur mettre des demandes de documents excessives et du coup on temporise et au bout d'un moment les personnes n'ont plus la force de poursuivre et du coup ils arrêtent leur demande. Et du coup je ne sais pas dans quelle mesure, ou est-ce que c'est un truc que vous avez remarqué ou pas, ou sur d'autres demandes, enfin, j'ai d'autres exemples mais voilà. Merci. Et on n'a vraiment pas beaucoup de temps, on va essayer de répondre à ça et ce qu'on peut faire c'est se retrouver au bar après pour continuer la discussion, si ça vous va bien, on doit libérer la salle. On va répondre. Ah oui, on peut utiliser le micro qui est là. C'est toi, Tania ? Merci. Ah oui, appuie sur le bouton. Merci, oui, alors très rapidement sur Schengen, parce qu'on pourrait en parler beaucoup. Comment dire c'est clairement de la communication politique quand même. La réintroduction allemande, il y avait des élections régionales. Je regardais là, ils l'ont réannoncé parce que c'est tous les 6 mois. Et l'Allemagne a réannoncé là pour 16 septembre jusqu'au 15 mars 2026. Pourquoi aux frontières, à toutes ces frontières en fait, mais c'était déjà le cas avant en partie. Pas toutes les frontières, mais ils ont rajouté certaines. C'est pour ça que c'est de la communication politique quand même. Et pourquoi ils disent? Parce qu'il y a alors c'est en anglais, il faut que je traduise en même temps, mais des menaces sérieuses à l'ordre public en raison de hauts niveaux de migration irrégulière continue. Or, je vous ai dit, entre 2023 et 2024, il y a eu 100 000 détections en moins. Donc voilà. Et donc, pour en revenir à l'espace Schengen, oui, je pense que l'espace Schengen est menacé. L'Union européenne pense que l'espace Schengen est menacé à cause des contrôles intérieurs. Et le pacte a pour objectif de rassurer les États. Et donc, on se retrouve avec tout un paquet de règles horribles pour les personnes concernées au nom de, finalement, la sauvegarde de l'espace Schengen. Donc, verdict dans 1 an quand ce sera appliqué ou un peu plus pour voir si les États arrêtent leur contrôle aux frontières intérieures ou pas.
sachant que c'est aléatoire et que c'est discriminatoire. C'est pas, c'est rarement systématique parce qu'il n'y a plus le budget, plus les moyens de faire des contrôles systématiques. Voilà. Merci. Et peut-être Brune et Jean-François sur les éléments techniques, vous aurez peut-être plus de réponses que... Il y a eu la réforme aussi récemment du code frontière Schengen et pareil, elle sera introduite dans les prochains mois normalement dans la loi française et ça va mériter une grosse attention, notamment des législateurs, mais aussi de la société civile, parce que beaucoup des mesures dans le code frontière Schengen vont quand même vers comment je pourrais dire, un assouplissement des règles à respecter pour les États pour qu'ils puissent être en conformité avec ce qu'ils faisaient déjà d'illégal. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme si, au lieu de dire ah bah on va rappeler aux États de respecter le droit européen qu'eux-mêmes ont construit, on va plutôt changer ce droit européen, comme ça ce qui faisait mal, maintenant ce sera un peu plus en conformité avec la loi européenne qu'on a changée. Et c'est aussi malheureusement la position qu'ont pris les cours de justice. Dernièrement, il y a plusieurs associations avec qui on travaille qui ont mené un contentieux, notamment sur le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Et la Cour de justice a répondu oui, mais il y a un nouveau code frontière Schengen, du coup le délai est retombé à 0. Donc ils font fi des 10 dernières années, on les met sous le tapis, là maintenant le compteur repart à 0, donc on a 3 belles années devant nous, parce que maintenant le délai est pendant 3 ans. Enfin bon, bref, voilà, donc oui, je pense qu'on va quand même vers un affaiblissement au moins du principe de liberté de circulation des individus. Voilà. Oui, moi rapidement, je vais prendre le biais à nouveau de mes centres de rétention administrative. Vous avez vu également que dans la loi qui a été soumise il y a quelques semaines à peine, Retailleau voulait également étendre la durée de rétention de 90 jours, 3 mois, à 7 mois. Mais quel est le sens d'une telle loi qui finalement résout la problématique, si elle existe, de la migration en mettant dans des centres pendant 7 mois des personnes qui, si finalement elles doivent quitter le territoire français, eh bien, à la limite que l'État français mette en place un dispositif pour les raccompagner à la frontière, c'est le cas puisqu'il y a une entreprise privée de transport aérien, puisque plus personne n'accepte de voyager avec des gens menottés qui se débattent, comme ça a été au début, quand il y a eu des reconduites à la frontière par des rapatriements en quelque sorte par avion. Donc maintenant, c'est une entreprise d'avion privée qui coûte également une fortune. Donc vous voyez, et puis heureusement, donc, cette disposition qui consiste à aller finalement emprisonner à vie quelqu'un qui voudrait rester ici, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Je voudrais, en guise de conclusion, dire une chose, c'est que la plupart des personnes en situation de migration fuient des situations tellement dramatiques que bien souvent, c'est la mort qu'elles fuient au péril de leur vie. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui pourrait ensuite arriver dans un pays comme la France, les dissuader d'accoster en quelque sorte ou de venir dans ce pays? Même un centre de rétention administratif est préférable à la mort qu'ils fuient. Donc ça veut dire que dans la logique du Rassemblement national et des autres visions fascisantes de l'organisation de notre société, il n'y a finalement plus que la peine de mort qui pourrait être la dissuasion ultime aux migrations. Ça ne sera jamais le cas, souhaitons-le, puisqu'on va les faire tomber avant. Mais vous voyez le danger qui existe dans ce domaine. Merci. Très bon mot de la fin. Merci beaucoup.